Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le chapitre de l'Europe. Dans la vidéo précédente, je t'expliquais les avantages du marché unique européen pour les consommateurs et les producteurs. Et en fin de vidéo, je t'ai dit qu'une partie de ces avantages était due à la concurrence. Mais pour qu'elle soit pleinement efficace et qu'elle profite au plus grand nombre, je t'avais dit qu'il fallait qu'elle soit équitable. Et que c'est là qu'intervenait la politique européenne de la concurrence. Donc une politique de concurrence correspond à une action menée par les pouvoirs publics qui vise à surveiller et contrôler la concurrence. Cela passe notamment par la réglementation des ententes et des concentrations et par la lutte contre les abus de position dominante. La concurrence, quant à elle, désigne le processus par lequel les entreprises rivalisent entre elles sur le marché pour satisfaire au mieux les attentes des clients. Pour les pays de l'Union européenne, la politique de la concurrence s'opère de plus en plus au niveau communautaire. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à cette fameuse politique européenne de la concurrence. Et on va se poser des questions. À quoi elle sert ? Pour qui elle est bénéfique et quelles sont ses limites. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les marchés sont de plus en plus éloignés de la concurrence parfaite. Pour rappel, le modèle de la concurrence pure et parfaite repose sur 5 conditions. L'atomicité du marché, qui correspond au fait que le marché est composé d'un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs, si bien que personne ne peut influencer les prix. L'homogénéité du produit, qui suppose que toutes les entreprises livrent des produits et services que les acheteurs jugent identiques ou homogène. Donc ici, le choix de l'acheteur n'est guidé que par le prix. Troisièmement, la libre entrée sur le marché, qui signifie que quiconque veut s'adonner à une certaine production peut le faire sans restriction ni délai. En gros, les firmes qui composent l'industrie ne peuvent pas s'opposer à l'arrivée d'autres concurrents. Quatrièmement, la parfaite transparence du marché, qui suppose que les offreurs et les demandeurs soient parfaitement informés des caractéristiques des produits et des prix auxquels ils sont proposés. Et cinquièmement, la libre circulation des facteurs de production, qui signifie que le capital et le travail doivent pouvoir se déplacer librement à la recherche de la meilleure opportunité de rémunération. En pratique, les marchés sont loin d'atteindre une situation de CPP. C'est pourquoi il faut agir sur les structures des marchés afin de corriger les imperfections de la concurrence et de limiter les pratiques anticoncurrentielles des entreprises pour favoriser la croissance économique. La seule concurrence considérée comme acceptable est la concurrence par les mérites, c'est-à-dire le processus par lequel les entreprises en concurrence luttent à armes égales. L'objectif principal est d'éviter que les entreprises puissent être des price makers, des faiseuses de prix. En gros, ça signifie qu'il faut empêcher les entreprises de détenir un pouvoir de marché. Ainsi, la politique européenne de la concurrence doit garantir une concurrence équitable, car cette concurrence est bénéfique pour les consommateurs, les producteurs et permet la croissance économique. La politique de la concurrence vise à garantir que les marchés européens restent concurrentiels, créant des avantages directs pour les consommateurs. Tout d'abord, dans un environnement concurrentiel, les entreprises rivalisent pour gagner des parts de marché, principalement en réduisant les prix, ce qui permet aux consommateurs d'acheter des produits moins chers, augmentant leur pouvoir d'achat et leur capacité à consommer. Ensuite, la concurrence incite également les entreprises à améliorer la qualité de leurs produits, ce qui se traduit souvent par de l'innovation, permettant aux consommateurs d'accéder à des produits plus avancés et performants. De plus, grâce à cette concurrence, les consommateurs bénéficient également d'une plus grande variété de produits. Cette diversité leur permet de trouver des produits qui répondent précisément à leurs besoins. On peut donc conclure qu'une concurrence saine profite aux consommateurs en leur offrant des produits moins chers, de meilleure qualité et plus diversifiés, stimulant ainsi la consommation et la croissance. Mais la politique européenne de la concurrence est aussi bénéfique aux producteurs. En effet, la concurrence encourage les entreprises à améliorer leur compétitivité tant au niveau des prix qu'au niveau de la qualité, qui permet de les préparer à affronter la concurrence mondiale et à élargir leur part de marché. De plus, la pression concurrentielle pousse les entreprises à innover et à investir dans des technologies de production plus efficaces, ce qui leur permet de réaliser des gains de productivité et de produire davantage avec les mêmes ressources. Et finalement, en stimulant l'innovation et l'efficacité, la concurrence améliore la productivité globale des facteurs, la PGF. Ça signifie que les entreprises peuvent produire plus en utilisant la même quantité de ressources, augmentant ainsi leur rentabilité. Ainsi, la concurrence améliore la compétitivité des entreprises, stimule l'innovation et permet des gains de productivité. Enfin, la politique européenne de la concurrence favorise la croissance économique pour plusieurs raisons. Déjà, en maintenant un environnement concurrentiel qui réduit les prix et améliore la qualité, la politique de concurrence stimule la consommation, ce qui a pour conséquence d'augmenter la demande globale et conduit à une croissance économique
plus élevés. Ensuite, les gains de productivité des entreprises qui résultent de la pression concurrentielle permettent d'augmenter l'efficacité globale de l'économie. Cela se traduit par une production plus élevée et donc une croissance plus rapide. Et finalement, la politique européenne de la concurrence veille à prévenir les abus de marché tels que les monopoles, les cartels et les concentrations excessives. Ça permet d'assurer un marché plus équitable, favorisant un environnement commercial dynamique, source de croissance économique. Ainsi, en créant un environnement où la concurrence peut prospérer, la politique européenne de la concurrence encourage l'innovation, renforce la productivité et stimule donc la croissance économique. Cette politique européenne de la concurrence a donc énormément d'avantages. Et la question maintenant, c'est comment elle fait? Dit autrement, quelles sont les modalités de la politique de la concurrence pour assurer une concurrence équitable? Tout d'abord, la politique européenne de la concurrence permet de réguler les ententes en interdisant les cartels de producteurs. En effet, la politique de régulation des ententes vise à sanctionner l'existence des cartels d'entreprise. Une entente ou cartel de producteurs correspond à un accord entre plusieurs acteurs économiques pour harmoniser leur politique dans le but d'échapper aux règles de la concurrence et d'accroître ainsi leurs profits. Le but d'une entente est de fausser le libre jeu de la concurrence en empêchant par exemple une baisse des prix, ce qui pénalise les consommateurs. Ces entreprises ont donc un pouvoir de marché, elles sont price makers, elles refusent de se livrer une guerre commerciale et ne joue pas le jeu de la concurrence. Le cartel d'entreprise peut se mettre d'accord sur la fixation de prix plancher, en gros pour ne pas baisser les prix, de la répartition des marchés géographiques ou sur des segments de clientèle, ou encore sur la fixation de quotas de production. Pour illustrer ce phénomène, on peut parler de l'entente entre les opérateurs téléphoniques. À la fin des années 90 et au début des années 2000, les trois opérateurs téléphoniques, Orange, SFR et Bouygues Telecom, ont été condamnés à une amende de 534 millions d'euros pour avoir formé un cartel. Grâce à cette entente, ils ont fixé des prix artificiellement élevés, causant un préjudice estimé entre 1,2 et 1,6 milliard d'euros pour les consommateurs. De plus, les opérateurs ont tenté de limiter la concurrence en se répartissant les marchés selon des critères comme les zones géographiques ou les segments de clientèle. Ces pratiques ont augmenté leur pouvoir sur le marché tout en limitant la concurrence, au détriment des consommateurs qui ont dû payer des prix plus élevés. Mais alors, comment la politique européenne de la concurrence arrive-t-elle à lutter contre ces ententes? Pour lutter contre ces ententes, l'Union européenne impose principalement des sanctions financières. Les amendes peuvent atteindre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe impliqué. La politique européenne de la concurrence met également l'accent sur la prévention, en rendant les sanctions suffisamment dissuasives pour décourager les entreprises de s'engager dans des ententes. Les procédures de détection ont aussi été renforcées, notamment avec la mise en place de la procédure de clémence qui permet aux entreprises qui dénoncent l'existence d'une entente à laquelle elles participent de bénéficier d'une réduction, voire d'une exemption totale de leur amende. Cela crée une incertitude pour les entreprises impliquées dans des ententes, car elles ne savent jamais si l'une d'entre elles va dénoncer l'accord. Un exemple important est celui des 11 fabricants de produits laitiers qui ont été condamnés à une amende totale de 192,7 millions d'euros par l'autorité de la concurrence. La plus forte amende a été infligée à Lactalis Nestlé avec 56,1 millions d'euros, tandis que Yoplait a été exonéré d'amende. L'entreprise a bénéficié de la procédure de clémence en dénonçant l'entente à l'autorité de la concurrence, révélant ainsi l'existence du cartel. Mais malgré tout, des exceptions peuvent être faites si l'entente améliore la production ou la distribution, si elle favorise le progrès technique ou économique, ou si elle profite aux consommateurs et n'élimine pas la concurrence. Ensuite, la politique européenne de la concurrence permet de lutter contre les abus de position dominante. L'abus de position dominante correspond à l'action prohibée par la loi d'une entreprise qui profite de sa situation dominante sur un marché pour affaiblir la concurrence et imposer ses conditions à ses partenaires commerciaux. Ce n'est pas la position dominante en soi qui est sanctionnée, mais bien l'abus de cette position qui passe par l'action d'éliminer, de contraindre ou encore de dissuader tout concurrent d'entrer ou de se maintenir sur un marché. Cette pratique va avoir des effets négatifs pour les consommateurs car elle peut favoriser le maintien de prix élevés, constituer un frein à la diversification des produits et pénaliser fortement les entreprises concurrentes qui ne peuvent pas accéder correctement au marché. C'est par exemple ce qu'a fait Google. En 2017, la Commission européenne a infligé une amende de 2,42 milliards d'euros à Google pour abus de position dominante dans le secteur des comparateurs de prix. Google a utilisé sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche pour favoriser son propre comparateur de prix au détriment de concurrents tels que Quelcou et Fondem. Cette pratique a permis à Google d'obtenir des avantages économiques injustifiés en orientant le trafic vers son propre comparateur. La Commission européenne a justifié
justifié cette sanction en évoquant la protection de la concurrence. Les pratiques de Google ont limité l'innovation dans ce secteur et empêché les consommateurs d'accéder à un véritable choix basé sur les performances réelles des comparateurs de prix. Il y a plein d'exemples dans cette catégorie, mais je ne vais pas tout te dire. Le but ici, c'est bien de comprendre l'enjeu de l'abus de position dominante et les effets négatifs de cette pratique sur le marché unique européen. Ensuite, la troisième modalité de la politique européenne de la concurrence, c'est qu'elle permet de contrôler les opérations de concentration. Par concentration, on entend le processus d'accroissement de la taille des entreprises qui aboutit à une part croissante du marché par une ou plusieurs d'entre elles. Cette concentration peut être réalisée par croissance externe, c'est-à-dire le processus par lequel une entreprise s'agrandit par regroupement avec d'autres entreprises. On appelle ça une fusion ou une acquisition. Mais la concentration peut aussi se faire par une croissance interne qui correspond à une forme de développement de l'entreprise où elle crée en son sein de nouvelles capacités de production. Le but d'une concentration est de gagner en compétitivité en augmentant la taille de l'entreprise. Ce n'est pas une pratique illégale en soi car elle ne vise pas à empêcher toute concurrence mais bien à résister à la concurrence. Une concentration est illégale seulement si elle crée ou renforce une position dominante susceptible de conduire à des abus. L'autorité de la concurrence ne contrôle que la concentration par croissance externe, donc les fusions, les acquisitions. Mais alors, comment fait l'autorité de la concurrence pour accorder ou refuser une fusion? La politique européenne de la concurrence veille à ce que les opérations de concentration ne nuisent pas à la concurrence sur le marché. Ces opérations peuvent avoir un impact important sur le marché en modifiant les structures concurrentielles et en influençant les prix, la qualité des produits et l'innovation. Les autorités de la concurrence analysent minutieusement chaque opération en fonction de deux principaux critères. Le premier est l'impact potentiel sur le surplus du consommateur, en particulier le risque d'une augmentation des prix. Les autorités cherchent alors à déterminer si une fusion peut réduire la concurrence en réduisant le nombre de concurrents ou en créant une entreprise dominante. Une telle concentration peut entraîner une hausse des prix, ce qui nuit aux consommateurs. Le deuxième critère est l'avantage potentiel que la fusion peut apporter aux consommateurs. Cela inclut les améliorations en matière d'innovation et les réductions de coûts qui peuvent se traduire par des baisses de prix. Les autorités évaluent si ces avantages compensent les inconvénients potentiels d'une concurrence réduite. Les autorités de la concurrence interdisent donc certaines fusions ou acquisitions entre entreprises pour prévenir une situation favorable aux abus de position dominante. Comme on l'a vu, une position dominante réduit la concurrence, freine l'innovation et nuit aux consommateurs. L'objectif est donc d'éviter une situation dans laquelle une entreprise dominante pourrait abuser de sa position, ce qui serait préjudiciable au marché. La Commission européenne a déjà eu l'occasion de refuser des fusions. Par exemple, en 2019, elle a refusé la fusion entre Alstom et Siemens, deux entreprises spécialisées dans le domaine ferroviaire, notamment dans les infrastructures, les trains et les systèmes de signalisation. La Commission craignait que cette fusion réduise la concurrence dans les marchés des trains à grande vitesse et de systèmes de signalisation. Une telle diminution de la concurrence aurait pu entraîner une hausse des prix pour les consommateurs et une baisse de l'innovation, dégradant ainsi la qualité des services offerts. Et enfin, la politique européenne de la concurrence contrôle les aides de l'État accordées aux entreprises. Une aide de l'État peut prendre la forme d'une subvention publique versée à une entreprise, mais ça peut être également des exonérations fiscales, des prêts à taux faibles, etc. Les aides d'État peuvent permettre aux entreprises de gagner en compétitivité et donc d'accroître leur pouvoir de marché. Imaginons que l'État verse une subvention à une entreprise. Cette dernière va pouvoir réaliser des investissements afin de se développer via une hausse de sa productivité, mais elle va également pouvoir améliorer la qualité de ses produits. Sa compétitivité hors prix augmente. Les aides de l'État sont interdites seulement lorsqu'elles faussent la concurrence en favorisant certaines entreprises. Les entreprises bénéficiant d'une subvention ne luttent donc pas à armes égales face aux entreprises qui ne bénéficient pas d'aide. Ça a notamment été le cas d'Apple qui s'est vu infliger en 2016 une amende record de plus de 13 milliards d'euros par la Commission européenne pour avoir reçu des avantages fiscaux de l'Irlande. La Commission estime que ces pratiques ont permis à Apple de payer un taux d'imposition sur les sociétés aussi bas que 0,005% en 2014, ce qui est nettement inférieur à ce que d'autres entreprises payent dans l'Union européenne. La Commission a ainsi ordonné à l'Irlande de récupérer les impôts impayés par Apple, couvrant la période de 2003 à 2014. Mais certaines aides peuvent être autorisées si elles permettent aux États membres de soutenir les régions les moins favorisées afin de réduire les écarts en matière de bien-être économique, de revenus et d'emploi. La politique européenne de la concurrence permet donc de lutter contre les ententes, les abus de position dominante
dominante et contrôle également les fusions d'acquisition et les aides de l'État. Tout ça dans le seul but de garantir une concurrence équitable dans le marché unique européen. Mais la question c'est, est-ce que cet objectif est rempli? Dit autrement, est-ce que la politique européenne de la concurrence est toujours efficace? Eh bien en fait, la politique européenne de la concurrence n'est pas toujours positive et présente même deux limites majeures. Déjà, elle réduit la capacité des entreprises européennes à faire face à la concurrence internationale. En effet, on sait que la politique européenne de la concurrence lutte et interdit certaines fusions. Ça a notamment été le cas avec la fusion Alstom-Siemens que je t'ai parlé précédemment. Eh bien, en interdisant ce genre de fusion, la politique de concurrence réduirait la capacité des entreprises européennes à faire face à la concurrence internationale, notamment la concurrence des entreprises chinoises. Dans son raisonnement, la Commission écarte le marché mondial pour ne prendre en compte que le marché européen comme marché pertinent. Elle refuse donc des concentrations qui mèneraient certes à une position dominante sur les marchés européens, mais qui mèneraient également à une position plus forte sur le marché mondial, car ces entreprises sur le marché mondial ne disposent que de très peu de parts de marché. La Commission rend donc difficile l'émergence de géants industriels capables de concurrencer les grandes entreprises internationales. Si on reprend l'exemple de Siemens et Alstom, il est très probable que ces entreprises soient confrontées à la concurrence de sociétés chinoises à l'avenir. Contrairement à la Commission européenne, l'État chinois ne limite pas les concentrations industrielles, même si cela réduit la concurrence dans son propre marché ferroviaire. Certains économistes craignent que cela permette à une entreprise chinoise d'entrer en concurrence avec Siemens et Alstom sur le marché ferroviaire européen, ce qui pourrait entraîner une perte de parts de marché, voire la disparition de ces entreprises en Europe avec des conséquences économiques négatives pour l'Union européenne. Selon ces économistes, la possible arrivée de concurrents chinois inciterait une entreprise fusionnée Siemens-Alstom à maintenir des prix compétitifs et à continuer d'innover, atténuant ainsi les effets négatifs d'une concentration accrue dans les marchés ferroviaires. Mais si cette fusion n'existe pas, comme je l'ai dit, ces entreprises seraient quasiment vouées à disparaître car elles ne pourraient pas concurrencer les entreprises chinoises. Et la deuxième limite, c'est que la politique européenne de la concurrence peut freiner l'innovation, ce qui empêcherait l'émergence d'un avantage comparatif. En effet, l'innovation est un élément crucial pour la croissance économique et le développement des entreprises. C'est le processus par lequel les entreprises développent de nouveaux produits, services ou méthodes de production, souvent grâce à des investissements importants en recherche et développement. Ces investissements peuvent être particulièrement élevés dans des secteurs comme l'aviation, l'aérospatiale ou l'intelligence artificielle, où les coûts initiaux sont souvent astronomiques. Pour innover dans ces domaines, il faut non seulement du talent et des idées, mais aussi d'importants capitaux pour financer la recherche, le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies. Mais la politique européenne de la concurrence, en interdisant ou en limitant certaines formes de coopération entre entreprises, peut freiner ces investissements. Par exemple, si plusieurs petites entreprises de haute technologie veulent fusionner pour créer une entité capable de rivaliser avec les géants américains ou chinois, elles peuvent se heurter à des obstacles réglementaires. L'Europe peut voir ces fusions comme une menace pour la concurrence car elles réduiraient le nombre de joueurs sur le marché. Cependant, ces fusions peuvent être essentielles pour accumuler les ressources nécessaires à l'innovation. Par exemple, le déploiement de la 4G et de la 5G a pris du retard en Europe par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, l'industrie des télécommunications est plus concentrée, ce qui permet à quelques grandes entreprises de mobiliser rapidement les ressources nécessaires pour déployer ces technologies à grande échelle. En revanche, en Europe, les nombreuses petites entreprises n'ont pas les mêmes capacités d'investissement, ce qui retarde l'innovation et par conséquent le bénéfice pour les consommateurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis de comprendre quels étaient les objectifs, les modalités et les limites de la politique européenne de la concurrence. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où l'on verra comment sont menées les politiques conjoncturelles au niveau européen. À tout de suite.